Mes amis, on va commencer la séance. Si vous voulez bien vous asseoir. Bonjour. Qui est-ce qui dit? Alors, nous avons une séance commune avec l'Académie nationale de chirurgie dentaire sur la chirurgie orale. J'accueille la présidente de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, le docteur Joël Leclerc de Lille, et qui va présider notre séance. J'accueille également le docteur Michel Jourde, que nous connaissons tous, qui est membre de l'Académie de chirurgie, qui est le secrétaire général jusqu'à bientôt, pendant encore un mois, de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Cette séance, pour des raisons que vous connaissez tous, elle n'a pas lieu en présentiel. Nous sommes une dizaine, ce qui est tout à fait normal. Ce sont pour la plupart des intervenants du programme, organisé par le docteur Michel Jourde. Tous les assistants qui sont en visioconférence peuvent intervenir en se manifestant auprès de notre technicien, M. Pascal Bourret. Ça complique ce système de la visioconférence complique à l'évidence un petit peu le déroulement de la séance, mais c'est la seule solution que nous pouvons utiliser. La séance va débuter par la présentation, comme à l'accoutumée, du résumé de la séance de la semaine dernière, et je donnerai ensuite la parole à Madame Leclerc pour entamer les sujets. Secrétaire annuel qui va présenter la semaine dernière est le docteur Jean-Claude Coffinal, chirurgien thoracique et vasculaire d'Argenteuil. Oui, bonjour à tous, monsieur le président, les secrétaires, mes chers collègues. La dernière séance s'est déroulée après l'Assemblée. Voilà, c'est déroulé après l'Assemblée générale, après un discours de Henri Coudan, qui est le président sortant, de Philippe Marr, du vice-président Albert-Claude Benamou, du secrétaire permanent Hubert Johannet, de notre trésorier M. Patrick Prigent et de M. Topard, notre trésorier, et Richard Guillet pour le compte bien sûr, l'action de l'Académie de chirurgie. Donc il s'agissait d'une séance de chirurgie vasculaire dont le coordinateur était Fabien Koskas. Alors la première présentation était de Jean-Michel Daven à Paris concernant les calcifications artérielles, concept, implications cliniques et thérapeutiques. Jean-Michel Daven a présenté les travaux de sa thèse. Il nous a rappelé la fréquence croissante mondiale des artériopathies, notamment dans les pays émergents et les facteurs de risque associés. Il nous montre que les calcifications artérielles, plutôt considérées comme un phénomène passif se produisant en marge de l'athérome, sont en fait des phénomènes hautement régulés sur le plan cellulaire et moléculaire. Ça, c'est parce que c'est mon audio. Les calcifications cellulaires sont produites à partir des différenciations de cellules musculaires subissant les mêmes mécanismes moléculaires de régulation que le tissu osseux, sur lequel agit un certain nombre de facilitateurs et d'inhibiteurs. Ces mécanismes sont à rapprocher des maladies pédiatriques rares, entraînant des calcifications génétiques. Jean-Michel Daven passe ensuite en revue les impacts cliniques des calcifications artérielles,
un timal responsable d'embole et de thrombose, médial responsable d'insuffisance d'organes. Les maladies cardiovasculaires calcifiées, AOMI et coronaires, présentent une surmortalité dans l'étude de Framingham. Taux d'amputation majoré dans les artérites diabétiques distales, difficultés chirurgicales en cas de calcification sévère, rupture de stent, nécessité d'endartérectomie de l'aorte viscérale lors de l'impossibilité de pontage ou de stenting. Les microcalcifications carotidiennes concernent les plaques instables qui se stabilisent avec l'apparition de macrocalcifications. Daven termine en présentant des recherches sur la mise au point d'un procédé de détection du risque des plaques carotidiennes et de l'utilisation expérimentale des biophosphonates pour réduire l'évolution des calcifications artérielles. Ensuite, des échanges s'instaurent sur la particularité des calcifications artérielles rénales et diabétiques, des localisations sur les fémorales profondes, ainsi que du rôle potentiel de la suppression des flux pulsés dans la OMI, de l'hyperparathyroïdie et de la vitamine D. Tu peux m'aider, s'il te plaît? En appuyant, ça ne marche pas. Alors ensuite, Jérémy Jaillet de Paris, reconstruction in situ pour anévrisme distal de l'artère rénale. Jérémy Jaillet nous rapporte une étude portant sur une série rétrospective monocentrique de 22 cas d'anévrisme des artères rénales traités in situ de 2015 à 2019. Prédominance féminine, 2/3 des cas, 50% des patients étaient asymptomatiques, 3 étaient symptomatiques avec 3 douleurs lombaires, 4 hématuries, 5 hypertensions artérielles résistantes au traitement médical. L'autre moitié était asymptomatique avec 7 anévrismes supérieurs à 2 cm, 4 associés à d'autres anévrismes et une évolution rapide. Le côté droit était 2 fois plus fréquent et l'anévrisme siégeait 22 fois sur la bifurcation artérielle principale et 2 fois sur une collatérale. Étiologie, 16 dysplasies fibromusculaires, 7 athérome et 1 élastorexie. Le traitement a consisté en 19 résections anastomoses avec plastie d'adossement et 3 anévrismoraphies. Le temps d'ischémie rénale était de 18 minutes en moyenne, la durée d'intervention 156 minutes et la DMS de 8 jours. La perméabilité constatée à 2 ans était de 100%, aucune mortalité périopératoire, succès technique 100%. Jérémy Jaillet conclut qu'il s'agit d'une méthode fiable avec une ischémie rénale courte au clampage, donnant de bons résultats à moyen terme et qu'il ne faut donc réserver la chirurgie ex situ que dans les cas d'anévrisme intraparenchymateux. Après les félicitations concernant la présentation, un hommage est rendu à Michel Lacombe, disparu récemment, spécialiste renommé de la chirurgie des artères rénales. Benjamin Engen, Paris, revascularisation des membres inférieurs à partir de l'aorte thoracique. Benjamin Engen nous rappelle les classifications des AOMI et l'organigramme actuel des recommandations concernant les indications chirurgicales en termes de chirurgie conventionnelle et de chirurgie endovasculaire. Il existe des cas rares où les revascularisations aortiques s'imposent mais ne sont pas accessibles aux revascularisations classiques ou même contre-indiquées. Aorte inclampable, abdomen hostile, et maladies extensives avec nécessité de revascularisation d'artères viscérales ou de tronc supraortique. On peut alors avoir recours à un pontage extra-anatomique, soit dorsal, par thoracotomie, à partir de l'aorte basse, thoracique basse, soit antérieure, par courte sternotomie, à partir de l'aorte ascendante, dite aorte ventrale. La technique de ces pontages est présentée de même que l'expérience du service, période de 2008 à 2020, 27 aortes dorsales, 23 aortes ventrales. Toutes les caractéristiques concernant les patients, les indications et les montages effectués sont détaillés en précisant les éventuelles artères cérébrales ou viscérales revascularisées au cours du geste. La mortalité... D'accord. La mortalité et les complications sont présentées, de même que les courbes de perméabilité primaire et secondaire. On note que ces interventions lourdes ne sont pas fréquentes, environ 4 par an. L'aorte ventrale, avec 13% de décès, une mortalité élevée,
mais elle s'adresse à des cas plus sévères et plus complexes, avec 91% de revascularisation viscérales associées. L'aorte dorsale, 0% de mortalité. Benjamin Hedgen conclut: ces interventions s'adressent à des hommes jeunes, 64 ans en moyenne, avec une bonne espérance de vie et un bon état général. Les résultats sont superposables au traitement de référence pour les revascularisations isolées des membres inférieurs. Les résultats sont moins bons pour les aortes ventrales et les indications doivent être bien posées pour les interventions nécessitant des revascularisations associées d'artères viscérales ou de troncs supra-aortiques. Je pourrais vous mettre là que quand on parlerait. Je crois. Hélène Sussman, Paris. L'échodoppler pénien sous stimulation pharmacologique, un outil indispensable aux chirurgiens vasculaires et à l'urologue. Hélène Sussman nous rappelle un peu d'histoire. La première utilisation du Doppler pénien par le Canadien Abelson en 1975, la première revascularisation pénienne par le Tchèque Václav Michal en 1977 et en 1984, l'examen Doppler couplé à l'échographie qui permettra de mettre au point le PNORT, Pénien NO Release Test, ou test à la papavérine de Virag, en 1984. La mise au point du test à la papavérine, réalisé sous écho-Doppler, est l'examen pivot de l'exploration de la dysfonction érectile. C'est un examen standardisé qui permet à la fois l'étude artérielle et l'étude veineuse, ainsi que l'albuginée. La description du matériel nécessaire et du déroulé du test, ainsi que les différentes mesures nous sont présentées. Paramètres mesurés, score artériel, vitesse normale diastolique supérieure à 5 mètres par seconde, vitesse télédiastolique à 10 minutes inférieure à 5 mètres par seconde, score veineux de 10 à 15 minutes, les vitesses moyennes des veines dorsales profondes et superficielles doivent être égales à 0. Parallèlement, il est nécessaire de rechercher d'éventuelles fuites cavernose-spongieuses. Cet examen permet d'explorer l'étiologie vasculaire et de l'attribuer au versant artériel ou au versant veineux. On y associe l'Erection Hardness Score. En cas de simple tumescence ou d'érection incomplète associée aux fuites veineuses, on aura recours à l'imagerie par cavernoscanner pour préciser une indication chirurgicale éventuelle. L'échographie permet de plus une étude standardisée de l'albuginée, indispensable dans l'évaluation de la maladie de la péronie. Le test dynamique prépare au mieux à l'orientation thérapeutique médicale et chirurgicale et est indispensable pour surveiller le résultat des traitements et l'évolution. Ronald Virag, Eric Haller, Paris. Améliorer l'érection par la chirurgie vasculaire, des progrès et des projets. Ronald Virag nous rapporte l'évolution des concepts ayant permis la mise au point des traitements médicaux et chirurgicaux de la prise en charge de la dysfonction érectile, les pistes et l'état des recherches sur les nouveaux traitements, sujet auquel il a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle. Traitement initial des dysfonctions érectiles vasculaires, le syndrome de Lorich en 1926, puis en 1973, la revascularisation directe par Michal. Pour le versant veineux, dès 1903, ligature de la veine dorsale profonde. 1980, artérialisation de cette même veine par Virag, jusqu'aux interventions plus récentes mixtes, embolisation chirurgie d'Eric Haller. Ce sujet reste d'actualité. Grande prévalence, y compris chez le sujet jeune. Confusion entraînée par le traitement pharmacologique inefficace dans 30% des cas, mauvaise acceptation ou tolérance des prothèses et des injections intracaverneuses. Aujourd'hui, les indications sont apportées par les tests d'érection pharmacologique standardisés qui explorent l'apport artériel et révèlent les fuites veineuses, complétées en préopératoire par un cavernoscanner qui localise les fuites veineuses. Présentation des résultats d'une étude portant sur 45 cas de fuites caverno-veineuses traités par embolisation chirurgie et suivis sur le plan clinique et hémodynamique avec un recul moyen de 14 mois. Amélioration hémodynamique avec possibilité de pénétration dans 82% des cas contre 10 en préopératoire, avec la possibilité de succès secondaire, 5 réinterventions. Ronald Virag nous présente ensuite le protocole de l'étude du CETI, c'est son centre de recherche, sur 35 sujets volontaires, traitement de la dysfonction érectile par injection de PRF, plasma riche en fibrine, obtenu extemporanément par centrifugation et injecté après anesthésie locale sous contrôle échographique, injection mensuelle sur 4 à 6 mois. Il évoque enfin les travaux d'ingénierie cellulaire d'Atala chez Laura, de production de tissus caverneux à partir de cellules souches. Je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-Claude. Je donne maintenant la parole à Madame Leclerc qui va nous introduire la réunion. Monsieur le Président, Messieurs les secrétaires, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre qui est en connexion avec vous et que je remercie infiniment de sa présence, Mesdames, Messieurs, je suis ravie de pouvoir enfin être avec vous pour cette séance sur la chirurgie orale, séance qui était initialement prévue en mai 2020 et qui avait été annulée en raison du confinement lié à la pandémie Covid-19. Je tiens à remercier les secrétaires perpétuels, Hubert Joannet, Michel Jourde, qui ont œuvré pour que cette séance soit, je l'espère, une très belle séance. En novembre 2017, vous nous avez déjà accueillis lors d'une séance sur le thème « Innovation chirurgie dentaire ». De plus, en novembre 2020, lors de la séance solennelle de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, le docteur Marc Soler, membre de votre académie, devait nous entretenir sur les nouvelles techniques d'information et de communication dans le monde de la santé. Séance aussi qui a été malheureusement annulée, hélas, toujours en raison de la Covid-19. Notre confrère Marlène Das, en tant que référent et membre de votre académie et de notre académie de chirurgie dentaire, a rédigé un chapitre sur la robotisation de la médecine bucco-dentaire dans le cadre du rapport sur la robotisation en chirurgie établi par votre académie en 2020. Je me réjouis de ces collaborations, de tous ces échanges entre nos deux académies qui mettent en valeur la chirurgie, quel que soit son domaine d'application. Nous avons veillé avec Michel Jourde, membre également de votre académie, qui est à l'origine de cette séance et dont je l'en remercie très sincèrement, merci Michel, à sélectionner parmi nos académiciens, nos confrères, des conférenciers de talent. Michel, connaissant bien les intervenants, va donc être le modérateur de cette séance. Encore un grand merci Michel. Je tenais aussi à vous dire, Monsieur le Président, combien nous sommes heureux de participer à cette séance qui permettra à vos académiciens d'enrichir leur connaissance sur la chirurgie orale. Je vous prierai de m'excuser, mais par suite des impératifs d'horaire de train et du couvre-feu, je vais devoir partir vers 15h30 et j'en suis vraiment sincèrement désolée. Encore merci de nous accueillir et en espérant pour le futur d'autres collaborations entre nos deux académies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Nous sommes très heureux de vous accueillir et très heureux que vous soyez heureux de l'avènement de cette séance après beaucoup de complications.